Oyez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être en notre compagnie dans cette émission labellisée RTI. Oui, le label est là avec tous les agents, avec toute la fougue, toute la bonne humeur de toute une équipe unie pour permettre à votre matin d'être agréable, du saut du lit à l'entrée dans la vie. Merci d'être avec nous ce matin en compagnie, bien sûr, de ma ravissante Dulcinée Matinale. Bonjour ma très chère Alix. Bonjour mon beau, bonjour à vous tous et de réveil. Merci de nous accorder encore votre sondage pour cette autre émission. Nous sommes mercredi, troisième numéro de la semaine. Aujourd'hui, on aura à parler de famille et d'un sujet hautement important. Les 16 jours d'activisme ont démarré depuis le lundi. Et pour aujourd'hui, avec notre cher consultant Joe-Frédéric Zabi, nous parlerons des violences sexuelles et comment les éviter. Et malheureusement, pour celles qui ont déjà été victimes, comment en surmonter. Et voilà, on n'aura pas que ce thème-là pour ce programme d'aujourd'hui. On a encore d'autres cases à remplir. Et on va essayer de les remplir autant que faire se peut avec beaucoup de bonne humeur, sous la houlette bien sûr de Jacques Brou qui estampille donc le volet technique de cette émission. Merci d'être en notre compagnie. On va parler avec bien sûr notre ami, frère et confrère Lansana Ouattara, bien sûr de fake news. Comment essayer de les discerner sans oublier le coach Yoman qui viendra nous parler de bilan de compétences. Mais voilà l'image du jour. Regardez la colline Cheval, Alix. Eh oui, belle colline, on aurait aimé vous donner l'exactitude de l'origine, mais c'est sûr que la nature a fait son travail et de fort belle manière. Ça vous dit cette un tour colline Cheval. On fait un tour? Bon, en selle, d'accord, il n'y a pas de problème. En selle. D'accord. On espère que vraiment c'est la nature qui a fait son travail. Hein. Ouais. Maintenant, si c'est un homme aussi qui a été inspiré pour cette création-là, bien félicitations à vous, monsieur. Félicitations. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui se lève. On est très heureux. On est en train d'entrer comme ça de plein pied dans les festivités. La dernière ligne droite concernant bien sûr cette année, c'est le mois de décembre avec son corollaire de fêtes, de tentamars, d'anniversaires, d'embouteillages. Et puis il y a le Sahara également qui bat son plein, qui se décline avec beaucoup d'ateliers. Allez-y en famille, c'est bon, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, n'est-ce pas, ma très chère Alix? Vous avez fait un tour là-bas? Mais non, j'allais me plaindre à vous tout à l'heure parce que c'est sûr que depuis le démarrage, vous partez sans moi. Je ne comprends pas trop pourquoi. Vous vous cachez. Non, permettez cette infidélité. C'est une infidélité saine. Vous savez que je ne permets pas ça? C'est pour le travail. Ben, on ira ensemble juste après l'émission. Alors, nous vous confions à M. Régis Kofi pour le premier flash. Madame, monsieur, bonjour. L'actualité de ce mercredi est dominée par la visite aujourd'hui du président de la République dans le Hambol. Se réjouissant des travaux réalisés justement dans le cadre de cette visite, les populations ont hâte de voir le chef de l'État pour lui dire merci. Regardez. Le président de la République, Alassane Ouattara, en visite d'État dans la région du Hambol du 27 au 30 novembre. Une nouvelle qui réjouit les populations des différents départements de cette région. Personne ne veut se faire compter l'événement. On a l'impression que tout Katoula est devenu une seule personne, parce que chacun parle d'une même voix. Cette visite est très attendue. Ados, la solution, les gens l'attendent. On sait que quand il arrive, c'est des réalisations qui sont faites. Et Katoula a besoin de réalisations. C'est pour cela que tout le monde, pour une fois au moins, dans l'histoire de Katoula, tout le monde, qu'on soit politicien, qu'on soit commerçant, qu'on soit transporteur, ou même fonctionnaire simple dans la région de Katoula, tout le monde est unanime sur un fait. Il faut qu'Ado vienne et que sa vie soit une réussite. Au marché de Katoula, le président des commerçants en pleine réunion avec ses collaborateurs. Au centre des discussions, la visite du chef de l'État. Il n'y aura pas de marché matin jusqu'à ce que le président passe. Et peut-être c'est le jeudi, on va ouvrir le marché. Parce que tout ça là, c'est pour accueillir le président. Parce qu'on est très content d'accueillir le président. C'est ça que j'ai dit aux commerçants depuis hier qu'il n'y aura pas de marché le mercredi. Donc c'est sur ça on est, pour que les gens sortent en nombre pour accueillir le président. On l'attend avec la joie. Nous sommes fiers pour qu'il vienne nous rendre visite. On l'aime. Nous voulons Ado. Nous voulons Ado. Il n'a qu'à compter sur nous. On va l'accueillir bien, avec la joie. Et avec la nourriture, il y a l'igname, il y a le cabato, il y a tout chez nous. Comme le syndicat des commerçants, celui des transporteurs n'est pas en marge de l'arrivée du président de la République dans le Hambol. Le mercredi passé, nous on a fait un meeting pour le président d'abord pour montrer à l'international et national pour prouver que vraiment nous on est prêts pour que le président, on est trop contents.
Parce que ce que le président a commencé à faire pour nous-mêmes là, on ne peut même pas parler. Donc on l'attend bras ouverts. Katiola, chef-lieu des régions. En plus du giga-meeting le samedi 30 novembre au stade Ouattara Toumadakin, abritera le conseil des ministres du mercredi 26 novembre. Un tour à la préfecture, lieu choisi pour le conseil. Ici, on s'active. Tout doit être prêt. Autorités administratives, élus et cadres du handball exhortent l'ensemble des populations de la région à sortir massivement pour réserver un accueil dense et triomphal au président de la République, Alassane Ouattara. Reportage de Koné par Gassoro. Finale du concours des start-upers au salon de l'agriculture et des ressources animales. Sarah, le lancement a été fait par le secrétaire d'État français aux affaires étrangères Jean-Baptiste Lemoyne. 60 au départ du concours le 22 novembre dernier. Ils ne sont plus que 19 en lice pour la finale. Le concours connaîtra son dénouement dimanche prochain. Dénouement heureux dans l'affaire d'enlèvement d'un bébé de 7 mois par sa nounou le 23 novembre dernier. La présumée coupable a été interpellée avec l'enfant à Konefla dans le département de Saint-Fra à plus de 300 km d'Abidjan. Suivi. Il a en charge de 2 enfants. Il profite de l'absence de ses employeurs pour enlever la dernière née. Une fillette âgée d'à peine 7 mois. Emmanuela Bolou, la mère, saisit aussitôt la direction de la police criminelle. Les investigations menées permettent de localiser la nounou à Konefla, dans le département de Saint-Fra. Ce n'était pas tout, chacun venait là. Je suis tombée, donc c'est que je suis venue, on est parti, on est parti à la radio. On dit non, il ne peut pas faire enfant. Quand je suis venue aussi, il y a pour une enfant. Ce n'est pas parce que je voulais faire du mal à un enfant. Il voulait prendre l'enfant par le tuer. Quand ils étaient partis à la veille, ils nous ont laissé les enfants. Et puis ils sont partis. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Et puis elle a pris l'enfant et puis je suis partie. Je ne voulais pas faire cela, mais ce n'est pas ce qui m'a pris. Les parents de l'enfant sont heureux de retrouver leur bébé. Nous, là, elle n'avait pas d'identité quand nous sommes allés la chercher à l'agence. Elle n'avait même pas de nom ni rien. Et 2 semaines plus tard qu'elle a fait avec nous, nous l'avons fait confiance. Nous avons voulu qu'elle se sente en famille avec nous. Mais la confiance a été brisée. Donc nous voulons dire aux parents de faire très attention. Diani Mamadi, directeur par intérim de la police criminelle, exhorte les parents à la vigilance en cette période de fin d'année. Nous savons tous que les périodes de fête sont des moments d'effervescence, de joie. Et du coup, il peut arriver que les parents relâchent un peu de vigilance. Donc ce que nous leur demandons, c'est vraiment de veiller sur les enfants. Parce que la fête de Noël surtout intéresse les enfants. Ils reçoivent des cadeaux, tout et tout. Ils vont jouer avec leurs amis. Nous demandons aux parents de demeurer vigilants, de ne pas surtout laisser les enfants sortir seuls dans la rue. Il faut qu'ils soient toujours accompagnés. La présumée coupable, accusée d'enlèvement d'enfants, sera traduite en justice où elle répondra de ses actes. Reportage de Ahmed Traoré commenté par Alexis Ouedraogo qui met fin à cette édition. On se retrouve à 6h30. Tout est bien qui finit bien hein, concernant votre journal et concernant également ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de psychologie autour. Je pense que cette femme a besoin d'accompagnement psychologique. Et puis, relativement à la visite de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, président de la République, Alassane Ouattara, on espère que les populations du Humboldt vont parler librement, que ces populations-là vont s'exprimer. Ne dites pas que tout va bien quand le président va venir. Profitez de cette occasion pour lui dire ce qui ne va pas, dans la politesse, dans la bonne humeur, mais dans la vérité, afin que vraiment vous puissiez bénéficier des retombées concrètes de cette visite, n'est-ce pas, ma très chère? Et bien évidemment, et comme on aime à l'appeler, le président qui a les solutions, il faut bien sûr lui soumettre les problèmes pour qu'il trouve des solutions. Les vrais problèmes, que le peuple parle, les gens parlent, que les gens qui n'ont pas accès souvent au tribunal puissent s'exprimer pour que ce soit vraiment concret. C'est ça le but au fait de la visite. Allez. Exactement. Et si on faisait un peu de sport, ça vous fait du bien? On y va. Coucou champion, je suis coach Koulibaly, ton coach. Premier mouvement, on court sur place. 30 secondes. Tu peux courir de plusieurs manières. Tu peux faire comme ça, comme aussi faire ça. Ok. Élévation de genoux avec 2 mains.
Vous êtes prêts? On y va. Cherchez à monter le plus haut possible le genou. Ok. Squat lent. Tu descends et tu remontes tout doucement. Tu prends ton temps. On y va. Inspiration à la descente, expiration à la montée. Le dos reste toujours bien droit. Les fesses sont repoussées en arrière. Très beau mouvement. Bravo. Prochain mouvement. Ça. Et ensuite, on va faire intervenir les genoux. Le regard fixé toujours vers l'avant. Objectif, chercher la rencontre entre le coude droit et le genou gauche. Cet exercice-là fait travailler et les abdominaux et le cœur. Sans oublier les cuisses. Ok, pause. 15 secondes. Très bon mouvement pour aussi solliciter les épaules. Grâce à cette position des bras. On passe au mouvement suivant. Tu l'exécutes selon ta souplesse. Plus tu descends, mieux c'est. On y va. Nous travaillons cette portion. Ici. Fessiers, cuisses. Plus tu descends, mieux le travail s'effectue. Ok. En position, top, c'est parti. Toujours 30 secondes. Regard fixé vers l'avant. Objectif. Les talons doivent aller chercher les fessiers. Talons aux fesses, tape les fesses. Tu vas monter le genou le plus haut possible et tu tiens. On remonte. Bravo. Bravo. Très belle séance. Prends ça. Rendez-vous demain matin pour une nouvelle séance de qualité. Magnifique slogan de notre cher coach Lanzeni qui faisait travailler aujourd'hui l'élévation des genoux, les squats et les talons aux fesses. Voilà, c'est pour remonter, galber tout ce qui est en bas qui doit remonter et puis bien se positionner. Ça fait du bien d'être en forme. Ben oui. C'est quoi cette onomatopée, monsieur? Non, 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 je vous entends parler. Oui. Ben oui. C'est pour remonter tout ce qui est en bas. Ben oui, il faut remonter, bien galber, exactement. Non, non, la phrase, c'est pour remonter tout ce qui est en bas, oui, pour que ce soit bien positionné. Exactement. Matin bonheur, mesdames et messieurs. Il faut être ici pour entendre des phrases magnifiques, des phrases poétiques. Ah oui, des phrases magnifiques. Vous nous donnez l'eau à la bouche. Oui, l'eau à la bouche. Avec ces phrases. Puis l'eau aux fesses aussi bien galbée pour dites bien donc, positionner. Allez, on va manger pour se réconcilier. On y va. Consommé direction Kampala. On part pour l'Ouganda avec l'histoire du petit-déj à vous conter ce matin.
Waouh, ça c'est quoi ça? C'est du ragoût ou comment on appelle ça, Alix? Typiquement, l'appellation c'est le katogo. C'est un plat ougandais composé de bananes avec des pois. C'est la kwesi ougandais? Oui, bien, avec plein de jus à l'intérieur. Wow. Voilà, avec des pois, des petits pois ou des gros pois. Et puis des carottes aussi. Voilà. Ce mélange-là est fait généralement avec de la viande bovine. Qu'on fait frire avec tous les autres ingrédients. On a une petite part d'avocat aussi à côté. Hein. C'est un plat qui est ouvert au mélange. Hein. Il y a haricots, avocat, il y a plat un peu nzassa. de tout. Un plat vraiment multiple et multiforme. Bon appétit à toutes et à tous. Si vous nous regardez, ça va nous donner vraiment l'appétit aussi pour basculer dans le monde magnifique de la presse. Merci beaucoup à notre très cher Jacques Brou qui réalise cette émission. On va aller maintenant avec Renaud qui est avec nous juste après ça. Bonjour Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour Alix, bonjour Marco. Alors, on va prendre encore la direction comme hier du handball pour parler de la visite du chef de l'État. Oui, le handball dit Gbaklo Danse au président Ouattara, c'est ce que barre à sa une fraternité matin. La région accueille à partir de ce jour le numéro 1 ivoirien pour une visite qui va s'achever le samedi prochain. Le journal pro-gouvernemental nous apprend que le traditionnel conseil des ministres de mercredi se tiendra ce matin dans la ville de Katiola. Pour tout savoir sur l'ambiance qui prévaut dans le handball avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, c'est dans Fraternité Matin qu'il faut aller voir. Alors décidément, hein, tous les acteurs de la presse se sont passés le mot parce que toute la presse en parle, comme dirait l'autre, tout le monde en parle. Et oui, le patriote n'est pas en marge de ce mouvement. Le confrère lance à sa une Gbaklo président pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État dans la région. Le journal proche du RDF fait aussi un clin d'œil à la mobilisation du peuple tagbana qui accueille Alassane Ouattara, on le rappelle aujourd'hui. Et positionnement de choix pour notre chef de l'État dans cette revue de presse. Oui, et cette fois avec le Jour Plus qui s'intéresse au retour de notre pays sur la scène internationale grâce aux actions du président Alassane Ouattara. Et c'est avec ces mots, reconstruction nationale, les grandes actions de Ouattara qui font avancer la Côte d'Ivoire. Selon le Jour Plus, le chef de l'État a fait d'Abidjan la nouvelle destination des investisseurs. Alors, Soir Info nous parle de quoi ? Eh bien, Soir Info livre des secrets sur Kwibert Koulibaly, le nouveau président de la commission électorale indépendante, le premier responsable de la CEI qui a la lourde tâche d'organiser l'élection présidentielle de 2020, est taxé de pro-RHDP par l'opposition. Selon Maurice Kakou Guikahué, il est disqualifié et devant ses propos du secrétaire général du PDCI, comme il fallait s'y attendre, le RHDP a réagi par la voix de monsieur Anissé, du docteur Anissé Brou, qui est le président de l'Union pour la paix en Côte d'Ivoire, un parti membre du RHDP. Et une autre personnalité politique dans cette revue de presse, M. Alain Lobognon, est passé au fauteuil blanc hier. La tribune de débat du Nouveau Réveil a reçu l'ancien ministre des Sports. Assis donc dans le fauteuil blanc face aux journalistes, le député de Fresco et proche de Guillaume Soro a sorti des dossiers chauds sur la République, relatifs notamment à la rébellion armée, au troisième mandat de Ouattara ou encore à l'affaire des primes des éléphants en 2015. Et pour tout savoir sur les différents sujets abordés par Alain Lobognon, il faut acheter le Nouveau Réveil de ce jour. Alors, le quotidien d'Abidjan, vous nous recevez ? Oui, le journal bleu qui titre à sa une « Élection présidentielle de 2020, les États-Unis mélangent les plans du régime Ouattara ». Le confrère révèle que l'ambassadeur américain en Côte d'Ivoire a dit des vérités crues au pouvoir ivoirien au terme d'une rencontre qu'il a eue avec Henri Konan Bédier, en déclarant notamment « Nous savons ce que c'est une élection transparente ». Le quotidien d'Abidjan souligne aussi les grosses inquiétudes des diplomates étrangers accrédités en Côte d'Ivoire. Et quelques lignes sur l'Expan dans le Nouveau Courrier. Après sa rencontre avec Blé Goudé à La Haye le dimanche dernier, Soro déclare « Si je parle, le seul survivant sera Gbagbo. Nous allons tous couler ». Pour appuyer ses propos qui sonnent comme une mise en garde de l'Expan, Soro, son camp plutôt lance. Blaise Compaoré a perdu le pouvoir en 3 jours alors qu'il croyait avoir tout bouclé. Est-ce que le matin peut intervenir maintenant? Oui, le quotidien Le Matin qui titre à sa une 200 000, c'est le nombre de participants annoncé à la rencontre que le RHDP entend organiser à Yamoussoukro le 7 décembre prochain. Ce meeting, selon le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, fera barrage à la division et à la xénophobie. Et un deuil du côté du PDCI RDA avec la disparition de M. Doucouré Moustapha. L'ex-maire de la commune de Yopougon s'est éteint hier mardi et selon Abidjan.net qui cite des sources proches du PDCI dont M. Doucouré était le vice-président, l'ancien député de Yopougon est décédé dans une clinique d'Abidjan où il avait été admis pour des soins
vice-président du PDCI, Doucouré Moustapha, était pharmacien. Merci infiniment Renaud. On vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir, toujours à partir de 6h10. Vous êtes sur RTI 1, émission labellisée Matin Bonheur. Avec vous, nous allons aborder maintenant un thème très intéressant pour rester un peu dans le giron, dans la spirale de la presse, avec la certification de l'info. Ma très chère Alix, ça fait partie vraiment des problèmes de ce siècle. Exactement. Les TIC sont une opportunité pour l'évolution, mais en même temps, ces TIC-là doivent être utilisés à bon escient et de fort belle manière. Alors, malheureusement, sur ces réseaux-là, on retrouve des fausses informations. Comment les détecter? L'expert en la matière est avec nous. Les experts Abidjan. L'expert Abidjan est avec nous. Bonjour Lassiné. Bonjour Las. Bienvenue. Alors, on parle de quoi aujourd'hui, mon très cher Las? Alors, on parle justement de la façon dont on peut identifier de fausses images sur Internet, Facebook, Twitter ou alors des images qu'on a reçues par WhatsApp. Ok, tout de suite, juste après ça. Et voilà, comment identifier des fausses images ou de fausses informations? Cela passe par un mécanisme, c'est lequel? Tout à fait, cela passe par des mécanismes. Alors, il y a aujourd'hui des logiciels qui ont été développés, mais on a des outils qui sont très simples. On a un outil, par exemple, comme Google Images, qui permet évidemment donc, de pouvoir identifier une photo qu'on a reçue peut-être par WhatsApp ou alors qu'on a vue sur Facebook. C'est Google Images, tout simplement. On sait comment donc on fait des recherches sur Google, mais là, cette fois-ci, c'est que Google offre la possibilité justement de prendre une photo et de pouvoir voir quelles sont les métadonnées. En fait, si vous voulez, c'est l'ensemble des données qu'on retrouve dans une image. Où est-ce qu'elle a été prise, quand est-ce qu'elle a été mise donc, sur Internet. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on a un outil qui s'appelle InVid. InVid, c'est une plateforme en fait, qui a été développée, fournie par l'AFP, Agence France Presse. Vous savez que c'est des journalistes et qui sont dans le monde entier qui reçoivent beaucoup d'images. Et comment faire en sorte que les images qu'on reçoit soient des images donc, authentifiées, certifiées et vérifiées. Donc, il y a un logiciel qui a été développé qui s'appelle InVid, qui est une sorte de couteau suisse justement de la vérification de l'image, que ce soit la photo ou la vidéo. Donc c'est vraiment, on va dire, l'outil par excellence aujourd'hui pour les journalistes parce que ça a été conçu spécialement depuis un certain nombre d'années. C'est un projet européen qui a été conçu spécialement justement pour, en réalité... Vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe, le procédé pour pouvoir vérifier effectivement? Oui, le procédé est tout à fait simple. InVid, on va dire, c'est une sorte de plugin, c'est un applicatif qui a été développé, donc vous le téléchargez, il est tout à fait gratuit aujourd'hui, qui s'appelle InVid, c'est I-N-V-I-D. Qui permet donc d'identifier des vidéos, mais également donc des photos. Alors, c'est assez simple, c'est que quand vous avez téléchargé le plugin, vous allez et vous avez une photo, par exemple, c'est la démonstration qui est en train d'être faite là, par exemple. Vous avez une photo qui a été prise sur Internet ou alors que vous avez reçue par WhatsApp et vous avez la possibilité d'uploader, par exemple, cette vidéo comme on le voit en ce moment. Et qui va vous donner en fait un peu, voilà, qui va faire la recherche sur des moteurs de recherche. Par exemple, vous avez Yandex. Yandex, c'est le moteur de recherche, le Google, on va dire russe, ou alors Baidu, ou alors Google qu'on connaît, et qui va vous dire à quel moment cette image a été uploadée sur Internet, que ce soit sur un site Internet, que ce soit sur peut-être Facebook, que ce soit, on va dire, sur Twitter. C'est comme si c'est un grenier duquel on peut tirer ce qui a déjà été utilisé ou pas. Tout à fait. Pour démêler le vrai du faux. Pour démêler le vrai du faux. Ça veut dire qu'une image qui a été publiée, par exemple, hier, sur Facebook, que vous avez vu, quand vous avez du doute, vous téléchargez cette photo, vous la mettez simplement dans InVid et vous faites la recherche en fait d'images. Et la recherche, si cette photo par exemple a été une photo manipulée, elle est capable donc de vous dire que cette photo a été manipulée parce que c'est un outil à la fois simple mais quelquefois qui peut rentrer dans des considérations très techniques. C'est-à-dire de vous dire par exemple que telle photo a été modifiée par exemple sur la gauche, elle a été modifiée par exemple, on a ajouté de l'écriture. Toutes ces précisions-là interviennent là-dedans, c'est magnifique. Et on a déjà parlé ici des signaux de doute. Hein. Des signaux tout à fait de doute, c'est-à-dire que vous allez voir quelquefois que la photo qui a été manipulée, quand vous rentrez dans des considérations qui sont très techniques, vous allez voir par exemple que l'extension à un certain moment donc, a changé. Vous allez également même la luminosité, la chromie. Tout à fait. Je pense que c'est Marcelin donc s'informe de plus en plus et ça c'est assez intéressant. Je pense que ça devient bon vérificateur. Je crois que vos passages ont du bon. Tout à fait. Alors c'est ça, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, comme j'ai indiqué, de vraiment vérifier une image qui a été utilisée sur Internet, que ce soit avec donc des moteurs de recherche chinois, parce qu'en réalité, c'est qu'il faut aller dans, on va dire, une plus large on va dire considération pour l'image. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous arrêtez donc quelquefois à Google, ça reste très quelquefois limité donc à votre pays.
si vous utilisez par exemple Yandex, ça reste très russe, mais qui est quelquefois plus étendu. Et quand vous utilisez par exemple Baidu, qui est on va dire une sorte de Google chinois, donc vous avez une plus large extension et pouvoir accéder à la vérification en fait des images. Donc c'est un outil, comme je dis, InVid, qui lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a intégré la possibilité donc d'avoir tous les moteurs de recherche qui sont intégrés et ainsi pouvoir faire les recherches plus facilement. Et cela est valable seulement que pour les images et les vidéos et pour les messages écrits, les textes. Alors, pour les textes, c'est tout à fait simple. C'est-à-dire que quand vous avez un texte, que vous avez du doute, la première des choses à faire, c'est de copier quelquefois les 2-3 premières lignes et de pouvoir le mettre donc dans Google, tout simplement. Et si les 2-3 premières lignes ont déjà été, c'est-à-dire que cette information a déjà été donnée soit par des sites Internet ou alors a déjà été peut-être partagée sur Facebook ou sur Twitter, vous allez retrouver quelquefois vous allez, le même texte et l'origine, évidemment, ou alors d'autres, on va dire d'autres sites Internet qui l'ont utilisé, et tout à fait facilement. Alors, pour récapituler, on a vu un peu les créneaux, mais qu'est-ce qu'on peut dire aux aficionados de la toile? Qu'est-ce qu'il faut? Là, actuellement, il y a les points chauds dans le monde. Il y a Singapour, il y a le Mali. Désolé, on est de tout cœur avec les familles des personnes touchées par cet accident-là. Quand c'est comme ça, comment on réagit tout de suite? Le journaliste qui va en mission, quelles sont les précautions lointaines qu'il doit prendre? Les précautions lointaines, je pense que c'est d'abord suivre l'actualité. C'est la première des choses, normalement, pour un journaliste. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir des petits outils. Et puis, je pense qu'il y a... la connexion Internet. C'est ça qui passe. La connexion Internet, ça, je pense que pour un journaliste, c'est tout à fait ça. Ça reste une évidence aujourd'hui. Et également, je pense que d'avoir quand même son réseau et sa rédaction reste en réalité, si vous voulez, ce qui vous back et ce qui vous assure la crédibilité quand vous êtes sur le terrain. Lassina, est-ce que nos circuits d'information, on n'a pas assez de choses au frigo? Parce qu'en Europe, vous savez, s'il y a quelque chose qui arrive à un grand de ce monde, il y a déjà des articles au frigo. Qui ont déjà été faits. Et chez nous, comment on fait? Chez nous, c'est pareil. En réalité, le journaliste ne change pas. Comme je l'ai dit, le journaliste ne change pas. On a des choses au frigo. Il faut savoir que faire de l'anticipation, quelquefois, sur l'information, la prospection, surtout, par exemple, quand on a des personnalités qui décèdent, qu'on appelle quelquefois des nécrologiques pour le faire. Mais quelquefois, entre cette information et la possibilité justement de recouper. Il peut avoir des fuites. Il peut avoir des fuites, etc. Des changements, etc. Donc, du coup, vous êtes quelquefois prudent. Et c'est ce qui fait aussi quelquefois la crédibilité d'un média. C'est pas, moi, je l'ai dit quelquefois ici, c'est vrai de donner l'information donc en premier. Ça fait de vous donc un leader en matière d'information, surtout quand vous avez des concurrents, nous, comme RTI. Mais il faut pouvoir assurer sa crédibilité derrière et sa pérennité sur du long terme. Et parce que c'est une question de notoriété, d'image, mais surtout quand vous êtes un média de service public, c'est de la responsabilité. Ben oui. Et parlons toujours de la détection des fausses informations. Après le processus, quand on a vérifié que c'était effectivement une fausse information, quelle est la suite? On va porter plainte, on va démentir l'article, qu'est-ce qu'on fait? On jette en pâture l'auteur? On ne jette pas en partie l'auteur. En fait, en réalité, je pense que ce qu'on fait, c'est de la vérification des faits. Il y a un volet pédagogique et, on va dire, plutôt d'éducation. C'est-à-dire que vous avez détecté une image ou alors une information qui a été donnée et vous vous rendez compte que c'est faux. Le processus aujourd'hui donc de fact-checking, vous rédigez un article de fact-checking, vous dites cette image, on l'a vue, ça a été partagé 10 000 fois par exemple sur Facebook ou alors sur Twitter. Et voilà, nous, on a essayé, on a eu quelques doutes parce que bon, cette information nous semblait un peu grossière. Donc on a fait la vérification, on a utilisé tel logiciel, par exemple InVid, ou alors Yandex, ou alors la recherche d'images inversées, ou alors de similarité d'images, comme on l'appelle, parce que les images, quelquefois, on peut les retrouver les mêmes similaires sur Internet. Donc, on a fait la recherche, voilà ce que ça donne. Et à partir de cette image, on a allé, on a fouillé, on a vu, par exemple, que cette image avait été publiée en 2012 et non en 2019, comme on le dit, ça avait déjà été publié. Donc, l'information n'est pas juste. Voici un peu le travail qui non seulement peut se faire par un journaliste ou alors une personne tierce, parce qu'aujourd'hui, je pense que, comme on dit, on parle d'éducation, il faut que les gens soient sensibilisés. Et une fois que vous avez rédigé cet article-là de fact-checking, de vérification, donc des faits, en ce moment, vous les présentez de façon très simple et vous les publiez au même titre que l'information, la fausse information. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que Facebook permet, évidemment, quand une information est fact-checkée, de pouvoir donc la retrouver donc, en haut dans leurs recherches. Et ensuite, l'information qui est fausse donc, se retrouve tout à fait en bas et au fil du temps, donc ça disparaît. Comme quoi on tag vraiment la fausse information pour ne pas qu'elle trompe encore davantage.
Merci beaucoup à vous, très cher incident. Merci de nous éclairer nos lumières chaque fois que vous passez. C'est un plaisir de vous retrouver donc la semaine prochaine. Ce sera bien sûr le mercredi pour poursuivre bien sûr avec ce thème-là. Allez, la matinale, vous le savez, passe par la pub. Ensuite, nous avons l'info et on retrouve tout de suite après notre très cher Lassina Ouattara. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un début de matinée marqué par d'importants passages nuageux sur le littoral et le sud forestier avec des possibilités de pluie. En cours de matinée, des éclaircies s'installeront progressivement sur ces zones et la bande centrale sera sous un ciel généralement nuageux alors que le nord connaîtra un ciel faiblement nuageux. Pour les variables de cette matinée, 27 degrés à Abidjan et à Diaké, 25 degrés à Bondoukou, Boaké et Daloa, 26 degrés à Dimbokro, Gagnoa, Korogo, 25 degrés à Moye, Odiene, 26 à San Pedro et Sassandra, 25 à Tabou et Yamoussoukro. L'après-midi, le soleil sera très actif sur l'ensemble du pays, ainsi le mercure remontera progressivement. Le nord sous un ciel faiblement nuageux sera régulièrement visité par des vents relativement faibles. Dans le sud forestier et un peu moins sur le littoral, le mélange humidité-chaleur sera favorable au déclenchement d'orages isolés accompagnés de pluie. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés sera la minimale. Elle s'affichera donc à Abidjan, 32 degrés à Diaké, 34 à Bondoukou, Boaké et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 à Korogo, 33 degrés à Mans, 35 à Odiene, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous, l'actualité africaine démarre en République démocratique du Congo. Kinshasa a été confronté à de fortes pluies dans la nuit de lundi à mardi, entraînant des inondations qui ont fait au moins 41 morts. La commune de Lemba, où des décharges d'immondices se sont écroulées sur plusieurs habitations, a été particulièrement touchée. Au Togo, la commission électorale nationale indépendante chargée d'organiser les prochaines élections législatives a rendu public lundi la liste des membres des commissions électorales locales indépendantes, CELI. Au total, 279 personnes sont désignées dans les 30 préfectures et la commune de Lomé. Regardez. Du 29 novembre au 1er décembre prochain se déroulera sur toute l'étendue du territoire national la révision des listes électorales comptant pour l'élection présidentielle de 2020. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, institution chargée de l'organisation et de la supervision des élections au Togo, forme ici les membres des CELI, Commission électorale locale indépendante. La présente vague prend en compte les préfectures du Golfe, d'Agonivé et de Lavé.
La formation porte sur le déroulement du processus de révision des listes électorales. Le contenu du guide des membres des comités listes et cartes était au centre des échanges. Ce guide qui a été élaboré avec l'ensemble des fiches qui sont à opérationnaliser le jour de la révision et pour que les membres des CELI soient à même effectivement d'appuyer et de former les membres qui vont être dans les centres de vote, il était nécessaire que les membres de ces CELI puissent être effectivement formés sur le document. Nous avons donc les CELI du Golfe, les CELI d'Agoé et de Lavé, rassemblés pour cette formation. Elle est centrée sur la possession, l'imprégnation de tous ceux qui sont appelés à participer au processus du guide ou du contenu du guide du membre du CLC. Au-delà de cette formation, les membres qui reçoivent cette formation aujourd'hui sont ceux qui vont organiser les formations des membres des CLC, des comités de liste et cartes. Pour le président de la CENI, chaque étape du processus est d'une importance capitale pour la réussite des élections démocratiques. C'est pourquoi il appelle les membres des CELI à travailler avec abnégation, dévouement et sérieux une fois sur le terrain. Cette formation des membres des CELI vient après celle des opérateurs de saisie et va se poursuivre dans les autres préfectures au cours des prochains jours. Un mot de foot en bref, critiqué par les Marocains après son choix de porter la tunique des Pays-Bas. Mohamed Yattaren a indexé la Fédération royale marocaine de football d'être à la base de la décision. La fédération de son côté dément toute accusation portée à son encontre. Au Gabon, l'avocat Ange Zigou a déclaré sur les réseaux sociaux avoir été victime d'une tentative d'enlèvement dans la nuit de dimanche à lundi. Opposant au pouvoir, il dénonce ce qu'il voit comme une tentative d'arrestation liée, selon lui, à sa relation avec l'ancien procureur de la République, Olivier Nzaou, démis de ses fonctions vendredi dernier. Sénégal, plus d'une vingtaine de femmes venues de plusieurs pays ont reçu des bourses d'excellence scientifique. C'était à l'occasion de la cérémonie internationale de remise de bourses L'Oréal. Regardez. La Fondation L'Oréal œuvre depuis près de 20 ans avec l'UNESCO pour soutenir les femmes dans la recherche scientifique. Des femmes scientifiques d'excellence ont été choisies pour des bourses d'études. Ce soir, nous sommes ici pour célébrer et récompenser 20 jeunes femmes scientifiques exceptionnelles, au niveau d'excellence extraordinaire. Je suis fière d'accueillir au Sénégal ces 20 jeunes femmes brillantes qui, j'en suis certaine, pourront contribuer à un avenir plus beau pour tous par leur travail exceptionnel. Notre pays a accueilli la 10e édition de la cérémonie internationale de remise de bourses L'Oréal. L'État du Sénégal s'est engagé à faire de la recherche et de l'innovation le principal levier du développement économique, social et culturel du Sénégal. Cet engagement du chef de l'État s'est traduit dès son accession à la magistrature suprême par l'adoption d'une feuille de route claire et prospective pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation qui vise entre autres à orienter le système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les formations professionnelles courtes et de donner un élan à la recherche et à l'innovation. Pour promouvoir le développement de la recherche, le gouvernement a renforcé les financements et a lancé un important programme d'acquisition d'équipements de pointe et d'infrastructures modernes. Cette initiative de la Fondation L'Oréal vient renforcer les actions du gouvernement en faveur des femmes scientifiques. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. On se retrouve à 7h. Merci à vous Régis et dans quelques minutes, nous on poursuivra nos échanges avec Lassine Ouattara, toujours pour démêler le faux du vrai. On va s'intéresser maintenant aux enjeux, on sait, hein, c'est un secret de Polichinelle, l'année prochaine est une année d'élection. Alors comment avoir la bonne attitude face à l'information, qu'est-ce qui se passe ? Alors, tout à fait. Dans le cadre justement des élections qui vont se dérouler donc, en 2020, parce que sur le continent, 2020, c'est une année électorale pour un certain nombre de pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Bénin
et également le Burkina Faso. Et dans ce cadre-là, c'est qu'il y a un forum et une sorte de projet qui est initié en fait par Canal France Inter CFI en collaboration donc, avec un certain nombre de partenaires, notamment donc, RFI, France 24, mais également le ministère de la Communication et des Médias de Côte d'Ivoire, dans le but en réalité de former des journalistes à la vérification des faits, mais également sensibiliser, parce qu'il faut savoir que quand on rentre en période électorale, l'information représente un enjeu particulier, et surtout avec la montée en puissance des réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Il faut également sensibiliser les structures en charge de la gestion audiovisuelle des élections également. Je veux parler par exemple de l'UNJCI, je veux parler de la RTI, je veux parler des médias d'État, des médias privés, je veux parler de la haute autorité, de ceux qui vont réguler le Conseil supérieur. Voilà, tout ça aussi, non? Tout à fait. C'est-à-dire que tout au long de l'année, je pense que jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, c'est que l'ensemble des structures et institutions en charge des élections ou alors qui interviennent à un certain moment dans les élections, que ce soit des journalistes, des institutions médiatiques, que ce soit des institutions. C'est-à-dire qu'on a une sorte de milation pour qu'on puisse comprendre tous les enjeux et être quelquefois au même niveau d'information. Parce que je pense qu'en Afrique, en général, donc, les contentieux après les élections... Laissent des suspicions. Laissent des suspicions. Viennent du fait, par exemple, qu'on accuse quelquefois le média des services publics donc, de rouler pour tel camp ou tel autre. Quelquefois, on accuse donc la commission en charge des élections de le faire. Quelquefois, on accuse même les régulateurs des médias de rouler pour tel ou tel camp. Et donc, si vous voulez, c'est un peu dans cette logique que se tient justement ce projet qui s'appelle Verifox, qui est en fait initié par CFI, et comme je l'ai indiqué, avec un certain nombre de partenaires et de médias donc partenaires. Alors, au-delà des entités citées par rapport à la sensibilisation, chaque citoyen est interpellé. Alors, à qui ça s'adresse justement ce forum? Alors, ce forum, d'abord, il s'adresse donc aux journalistes, d'abord ceux qui sont en charge de l'information et ceux qui sont quelquefois des spécialistes dans la vérification des faits. Et donc nous avons le privilège de participer en tant que RTI, en tant que responsable. Donc, ça veut dire qu'évidemment, on met en commun nos expériences, on les partage et ensuite on tire les meilleures pratiques pour que, évidemment, toute l'échéance électorale, la façon de gérer les fausses informations, la façon de gérer les infox soit plus ou moins bien gérée. Okay. Alors là, sinon, la formation est faite par CFI, vous avez dit. Donc oui, ça veut dire que ça vient de l'Europe. Est-ce que pour faire ce genre de formation-là, c'est pas mieux? Moi, c'est bien, c'est une bonne initiative de prendre quelqu'un qui connaît nos réalités. Parce qu'eux, ils vont venir selon la nomenclature, la pédagogie occidentale, alors qu'avec des choses qui se passent chez eux là-bas dans un cadre bien précis. Avec nous ici, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire en sorte que ce soit des gens qui connaissent nos réalités, notre typologie, notre sociologie pour en faire? Que ce soit plus concret? Alors, dans ce forum et sur ce projet, c'est d'abord, après avoir recueilli les informations au niveau des différents, on va dire, des différents médias locaux, des différents spécialistes locaux, qu'évidemment, donc, le forum se passe et le projet donc, se déroule. Évidemment, il ne se fait pas, je vais dire, sans la concertation des acteurs, en fait, qui sont des acteurs locaux. Mais une chose qu'il faut retenir, c'est qu'en matière d'information, de gestion, donc l'information en période électorale, vous avez quelquefois des constantes. C'est-à-dire que quand vous prenez le cas de la Tunisie, quand vous prenez le cas du Maroc, quand vous prenez le cas du Mali, quand vous prenez le cas de l'Algérie, on se retrouve pratiquement avec les mêmes logiques. Même en Europe, en France, on se retrouve en période électorale avec beaucoup d'infox. Et à partir de ce moment-là, c'est un partage en fait, d'expériences. Et les parties prenantes, d'un point de vue local, ont la possibilité donc, de se faire leurs propres idées, de tirer la bonne expérience et de, après, proposer, on va dire, un dispositif qui soit un dispositif local. Donc, ce n'est pas réellement donc, quelque chose d'imposé. Dans tous les cas, je pense que ça ne saurait se faire. Et parlons toujours, hein, j'insiste sur la responsabilité intrinsèque de chaque personne sur le territoire. On a parlé de plusieurs pays qui vont faire des élections présidentielles notamment. Les conclusions, comment elles seront décentralisées au niveau du terrain? On a vu une belle initiative des Magic Systems qui est allée au cœur des populations pour faire passer le message. Quand les techniciens, les professionnels sont formés, comment on diffuse? Alors, quand les techniciens, justement, sont formés, c'est le travail que nous faisons de pédagogie de tous les jours, de sensibiliser sur les infox, sur les fausses informations, sur comment est-ce qu'il faut identifier les fausses informations et détecter le vrai du faux. Et ça, c'est un travail donc, pédagogique qui se fait dans les médias, qui se fait donc, à travers un certain nombre de journalistes. Et les journalistes des médias qui vont être formés en Côte d'Ivoire, notamment, c'est près de 6 médias. Donc, ces médias auront la charge réellement donc, de redonner donc, cette formation-là à d'autres
journalistes dans des rédactions, mais qui également donc, vont amplifier petit à petit. Et après, il y a une initiative donc, qui se met en place. Je pense qu'à l'issue de ce forum et de ce projet, c'est un réseau qui va se mettre en place avec des journalistes donc, locaux qui, eux, vont commencer donc, à former non seulement des gens de leur métier, mais également donc, sensibiliser quelquefois des institutions. Sinon, quand je discute avec vous souvent en privé, il y a un souci, il y a un fléau. Les chargés de communication des personnalités dans ce circuit-là qui sont très, très, très importants. Nous, généralement, ce sont des journalistes. Est-ce qu'il ne faut pas également les sensibiliser? Parce que parfois, ils sont à la base d'informations très, très dangereuses. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, tous ces aspects-là sont pris en compte justement dans le cadre de ce projet. Vous savez que quand un chargé de communication vous donne une information ou alors qu'elle n'est pas complète, qu'est-ce que le journaliste fait? Soit il vérifie, soit il va plus loin, soit il veut avoir accès au ministre, etc. Et quelquefois, c'est compliqué. Oui. Ce qu'on va faire, c'est de dire que aujourd'hui, les institutions, les gens, les personnalités qui incarnent les institutions sont des gens à même d'être quelquefois en contact direct avec des journalistes. Sont quelquefois la possibilité... Sans intermédiaire. Sans intermédiaire, parce que quelquefois... Ce cadre de fluidité va être créé lors justement donc, de ces rencontres. Il va y avoir des recommandations de dire que l'accessibilité quelquefois des journalistes aux personnes ou alors aux institutions, aux informations des institutions est quelque chose de primordial. Quand le journaliste n'a pas, il a soit tendance à inventer, soit tendance à se fier quelquefois à des choses qui ont été dites mais qui ne sont pas toujours justes. En tout cas, merci de nous avoir donné le mécanisme de détection des fausses informations. Et le forum, il va se dérouler quand? Alors, il se déroule donc aujourd'hui, donc du 27 au 29 novembre à Abidjan. Voilà. Et on attend les conclusions. Merci à vous, Lassiné, pour cette chronique vrai ou faux. Alors, nous, on partira illico avec notre coach. Le coach du mercredi, c'est le coach Yoman Jean-François qui nous parlera d'un bilan. Les bilans de compétences, comment ils s'effectuent. On sait qu'on a un talent, on sait qu'on a telle vocation, on veut se reconvertir dans un secteur. On en a parlé durant 3 semaines. Aujourd'hui, il faut faire le bilan de tout ça. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bonjour. On part pour le jingle. Ah, on n'a pas de jingle, d'accord, on reste avec vous. Monsieur Kotiouman, bonjour. Alors, bilan, compétences. Voici 2 mots qui font beaucoup peur. Quand on parle de bilan, ça peut être un bilan de santé, bilan. Heureusement, nous, on va parler de la santé, mais la santé de nos compétences. Exactement. Bilan à gauche, compétences à droite. La compétence aussi, on en a parlé ici avec vous, à foison. Vraiment, c'est 2 mots qui se complètent, parfois qui peuvent être antinomiques, parce que le bilan peut être négatif ou la compétence peut ne pas découler du bon bilan. Heureusement que nous avons. Merci d'être avec nous une fois de plus. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces mots? Ce qu'on peut dire, c'est exactement le décor que tu viens d'installer, c'est-à-dire que toute personne qui, à un moment donné, a un projet de vie, qui à un moment donné est conscient qu'il veut aller très loin dans son schéma de vie, va parfois, comme c'est le cas en fin d'année, faire un bilan de santé par exemple, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de maladie, etc., qui soit cachée. Parce que parfois des maladies peuvent être sous-jacentes, cachées, qu'on ignore, et puis un bon matin, on réalise qu'il y a une poussée de tension, etc., un AVC qui survient. Et oui, la vie professionnelle, elle aussi, a besoin de s'assainir, a besoin de projection, a besoin justement de s'éclairer, et rien de mieux qu'un bilan, n'est-ce pas, de compétences. Le cadre est tout choisi en fin d'année ou en fin d'exercice, on va dire... d'activité professionnelle ou d'exercice budgétaire, ça va dépendre dans quel domaine on est. C'est très important de s'arrêter et de pouvoir justement faire le point des compétences acquises ou compétences à acquérir. Parce qu'effectivement, on ne finira pas une année professionnelle sans savoir ce qu'on a appris de plus, sans savoir ce qu'on est devenu de plus. Parce que ça, c'est vraiment un élément important si justement on a un projet professionnel. Un projet, par exemple, qui consiste peut-être pour nous à évoluer, on l'a vu avec les 3 éléments la semaine dernière sur le burn-out, etc., pour éviter justement que nous nous retrouvions dans ce genre de contexte et de situation. Rien de mieux qu'un bilan de compétences qui est organisé de manière à ce que je puisse savoir où est-ce que j'en suis exactement dans ma vie professionnelle. C'est un point qui est extrêmement important. Malheureusement, le constat, c'est que sous nos tropiques, ça ne fait pas partie, en fait, si vous voulez, des habitudes que le travailleur, des habitudes justement que l'employé va avoir, ou même que l'employeur va avoir à l'égard de son employé. Parce qu'à un moment donné, tout comme on le fera pour un véhicule, la visite technique, même si vous avez le sentiment que votre véhicule roule bien, il vous faut faire ce qu'on appelle un contrôle technique
qui permettent non seulement à vous-même d'être en sécurité, mais de mettre aussi les autres usagers en sécurité. Parce que la vérité, parfois dans l'atmosphère professionnelle, c'est le problème avec la compatibilité de compétences qui va créer justement une compatibilité dans la communication, dans les interactions professionnelles, de même qu'une voiture peut avoir à un moment donné un gaz d'échappement qui n'est pas agréable dans la circulation, de même aussi le travailleur dans son lieu de travail, à un moment donné, peut avoir des défaillances techniques, des défaillances de moteur qui font que finalement, il produit de la fumée à l'intérieur du bureau, de la fumée dans le système professionnel. La communication en GME, permettez l'expression, un peu pourrie de par la présence de cet employé-là. Et on pense parfois que la solution, c'est de l'éjecter du système. Non, ce n'est pas de l'éjecter du système, c'est de lui donner l'opportunité d'aller faire un bilan de compétences pour savoir exactement s'il est à niveau par rapport aux compétences qu'il a acquises et qui l'ont amené à ce poste-là. Et comme vous savez que dans le parcours professionnel, il y a une sorte de progression qui sont liées au contexte. Hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a des entreprises qui, il y a peut-être même 10 ans en arrière, prenaient juste peut-être une assistante de direction dans son format classique. Aujourd'hui, l'assistant de direction va avoir besoin d'augmenter ses compétences, par exemple, en termes de, on va dire, de comptabilité. Elle va être assistante comptable, par exemple. De plus en plus, elle va devoir, par exemple, être community manager de son entreprise parce qu'elle ne va pas seulement gérer l'image, entre guillemets, de l'entreprise juste à l'accueil, mais l'interface aussi sur Internet, etc., etc. Donc, ces différentes compétences-là, comment vous allez les acquérir? C'est par un bilan de compétences qui vous permet de faire le point. Parlons de comment. On sait pourquoi il faut le faire. On sait aussi la période. On sait la cible qui doit effectuer ce bilan-là. Comment procéder? Comment se faire le bilan de compétences? Déjà, il faut savoir que ça commence par une prise de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous dites en vous-même ou vous tenez compte en fait des observations que l'on vous fait dans l'environnement professionnel. Parfois, c'est la famille. Parfois, ce sont les amis qui vous connaissent comme un bosseur, comme un fin, on va dire, gourmet de choses intellectuelles, etc. Et à un moment donné, vous commencez en fait à être dans une période de votre vie professionnelle où vous stagnez. Vous n'avez plus envie de vous lever le matin, vous n'avez plus envie de faire ce que vous faites. Et parfois, il y a une remise en cause qui est très puissante. Hein. Ça part même d'une angoisse existentielle. Vous vous réveillez des matins, vous vous demandez, ça sert à quoi encore de continuer de faire ça? Ça m'apporte quoi concrètement que de faire ça? Et en général, cette angoisse-là vient dans le dernier trimestre de l'année. C'est bizarre, mais des études psychologiques ont montré que la période de fin d'année, surtout celle dans laquelle nous sommes là, novembre et décembre, sont des périodes dans lesquelles le niveau de stress va monter et des remises en cause effectives vont commencer à se faire. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de spleen, de blues, de vague à l'âme, tout ça. Et quand c'est comme ça, on a situé le cadre, on sait à quel moment ça part d'un élan personnel. Hein. Je me lève, je dis, bon, OK, il y a des signes, comme un bilan de santé, et quand on va le faire, c'est qu'on a quelques signes. Alors, comment on le fait concrètement? Alors, le bilan va se faire en 3 étapes. 3 étapes majeures. La première étape, c'est la prise de rendez-vous avec le spécialiste qui va vous aider à faire votre bilan, qui était l'accompagnateur. Voilà, le docteur, on va dire ça comme ça. Mais c'est une gestion qui est bicéphale à la vérité. Bicéphale, pourquoi? Parce qu'il y avait dans le dispositif français, parce qu'on ne l'a pas de façon courante ici, mais dans le dispositif français, on a d'une part le consultant psychologue qui va s'occuper justement de faire les tests de personnalité, qui va s'occuper de faire par exemple le test de niveau de stress que la personne a à l'instant T, au moment où le bilan se fait. Et puis de l'autre côté, on va avoir un consultant en fait de métier. C'est-à-dire une personne qui est censée connaître le métier dans lequel vous êtes et qui est censée connaître aussi les stress, les difficultés, les différentes difficultés et l'anxiété qui est liée à ce métier-là. Mais aujourd'hui, à travers donc les coachs professionnels, ces deux aspects-là sont mixés à l'intérieur d'une seule et même personne. Ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape va consister vraiment à faire le point, mais le point détaillé de votre vie professionnelle. En général, dans le dispositif, il est clair que c'est un individu, par exemple, qui est au bout de sa 5e année d'activité professionnelle. Sensiblement là. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, même si vous venez de démarrer une activité il y a à peine 6 mois ou 1 an, ou que vous soyez dans votre métier depuis 30 ans ou 40 ans, le bilan s'impose et on va avoir un entretien avec vous. L'entretien va durer autour de
90 minutes, le temps d'un match de football. Et autour de cet entretien-là, on va vous poser des questions. Parce qu'à la vérité, tout comme le bilan de santé, c'est votre sang qui est prélevé et qui va révéler ce qui se cache à l'intérieur. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de boule magique que le consultant va lire. Donc, il va vous poser des questions qui sont basées parfois sur un questionnaire ou parfois c'est au feeling, parce que l'habitude des échanges de ce genre-là habite le consultant. Donc, il va vous poser des questions qui sont... De quel ordre, justement? Des questions qui touchent justement à votre passion, des questions qui touchent, par exemple, à votre profession, des questions qui touchent à votre mission, des questions qui touchent même à vos émotions, comment vous vous sentez émotionnellement parlant. Mais comme ce sont des questions qui sont dirigées de façon très professionnelle, ces questions-là, à un moment donné, dans le dispositif, on parle de questions à stress. C'est-à-dire que le consultant va vous soumettre à un questionnaire où il ne vous permet même pas que vous finissiez une question, il vous attaque sur une autre question pour voir, en fait, votre réaction face au stress. Et en général, quand vous êtes vraiment... à la limite du stress, vous craquez à ce moment-là et le professionnel pourra établir avec vous un autre rendez-vous. En général, on passe sur une dizaine de rendez-vous quand même, une dizaine de rendez-vous d'1h30. D'accord. Parce que c'est un bilan qui va embrasser votre carrière passée, votre carrière présente et peut-être ouvrir des perspectives. Pourquoi pas? On a parlé de reconversion professionnelle la semaine dernière. C'est à ce moment-là que le consultant pourra vous dire, écoutez, monsieur, pensez à une reconversion professionnelle. Okay. Oui. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, il nous reste 6 minutes. La troisième étape va consister maintenant aux recommandations. C'est-à-dire des recommandations, ça va dépendre maintenant de qui C'est la dernière étape, ça. C'est la dernière étape. Qui a initié, en fait, la démarche de bilan professionnel? Est-ce que c'est votre employeur? Si c'est l'employeur, à ce moment-là, on va faire un certain nombre de, on va dire, de recommandations à l'employeur. Et dans ces recommandations-là, on va lui dire 4 éléments importants. Est-ce qu'il s'agit, par exemple, pour l'employeur de procéder à ce qu'on va appeler une sorte de stabilisation du professionnel ou du travailleur dans son environnement de travail en changeant peut-être un certain élément du contexte? À ce moment-là, le contexte, il reste le même, l'activité reste la même, mais on va trouver en fait une façon de faire en sorte que l'employeur se sente au mieux. Deuxième chose, il peut se dire, OK, il est arrivé à un stade de sa vie professionnelle où il a besoin d'être challengé, il a besoin de découvrir d'autres choses. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être penser à un plan de promotion. Ça peut être finalement la troisième étape qui est le transfert. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un stade de la vie professionnelle où il doit aller peut-être en stage, où il doit aller peut-être en congé. Voilà, c'est des recommandations qui vont permettre aux travailleurs. Et en général, c'est comme ça que devaient se calculer vos périodes de congé. Vous ne prenez pas de congé parce que ce sont les vacances. Vous prenez des congés qui correspondent à des périodes de l'année où votre niveau de concentration ne peut pas vous permettre d'être au top de votre productivité. La naissance d'un enfant, un événement malheureux, quelque chose qui affecte votre psychologie. Exactement. Et à ce moment-là même, on va aller dans les recommandations jusqu'à ce qu'on appelle l'année sabbatique, par exemple. C'est-à-dire que ni le congé, ni le transfert ne sont la solution. C'est une année sabbatique qu'il vous faut prendre et vous changer les idées complètement et revenir en puissance et devenir quelqu'un qui est de plus en plus productif. Là, on est parti du principe que ce soit l'employeur qui initie cette démarche-là après votre audition faite par un professionnel. Les conclusions sont menées à l'employeur. Mais quand la démarche vient de vous-même. Et ça, moi, je trouve que c'est très intelligent de le faire comme ça parce que quand vous êtes un travailleur, vous voyez, on parle de vie professionnelle. De même que vous avez une vie matrimoniale et que vous avez des projets, vous structurez, vous voyez, votre vie matrimoniale ou votre vie financière, stratifiez aussi votre vie professionnelle. À des moments, dans votre budget, dans votre budget financier, vous devez prévoir ce qu'on appelle le fonds de formation ou le fonds de remise à niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous entendez parler d'une formation de mise à niveau, vous n'avez pas besoin que ce soit votre employeur qui vous paye le séminaire. Monsieur, une anecdote pour vous faire sourire. D'accord. Mais quand vous faites ça en Afrique, on vous montre du doigt. Parce que moi, Alix ou moi, on croise un de nos collègues à la librairie. On est en train d'acheter des revues, tout ça, pour l'animation, pour la communication. Ah, toi, tu as le temps de payer ça là? Alors que ça fait partie, en fait, de votre progression. C'est ce qui devrait... Ou en même temps, quand vous vous inscrivez, par exemple, à des cours annexes au privé, c'est une valeur ajoutée que vous apportez à vos compétences, mais qui ne sont pas forcément utilisées ou qui ne sont pas révalorisées dans votre fonction. Et qui vous permettent d'accroître, en fait, votre valeur ajoutée. Une satisfaction personnelle. Satisfaction personnelle, oui, mais ça vous permet d'accroître votre, j'ai failli dire, votre assurance, votre confiance en soi. Parce qu'il y a des moments, franchement, où on a le complexe, en fait, d'exercer un métier
de façon rebarbative. On a le sentiment qu'on est là, on fait les mêmes choses chaque jour. Et bon, à un moment donné, tu vois, ça devient un sport collectif. C'est ça. Parce que là, on nage en fait dans la médiocrité. Et comme il y a des médiocres en dessous, on a le sentiment qu'on est meilleur jusqu'à ce qu'on tombe sur d'autres animateurs ou sur d'autres présentateurs, mais qui vous donnent le sentiment que vous êtes en décalage d'un siècle et demi. Oui, franchement. À ce moment-là, vous réalisez que vous avez besoin de faire un bond en avant. Donc oui, le bilan de compétences, parfois, c'est une démarche consciencieuse du travailleur qui a dans sa logique. On parle souvent dans la dimension du coaching de prévision professionnelle. C'est-à-dire que le mec, il est assis là, ici, mais son truc, c'est pas de finir sa vie là où il est. Donc c'est très Maintenant, important. comment le patronat doit-il appréhender cela? Par exemple, vous partez voir votre chef et vous dit, oh, mais tu es bon dans ce que tu fais là. Continue comme ça dedans. Ça va changer dans quelques temps. Tu vas voir. Il y a le langage diplomatique là. Voilà. Bon, tu as toujours fait ça, tu es bon. C'est dans ça là, tu es... Alors que tu peux être bon ailleurs. Ou mieux même ailleurs. On dit, non, ça là, tu es bon dedans. Continue jusqu'à... Et puis, un jour, vous avez 65 ans. Bien sûr. Comme on dit chez nous, et voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est le but, hein, c'est le but pour lequel nous faisons ces émissions. C'est vraiment d'interpeller. C'est d'interpeller les employeurs. C'est d'interpeller justement, je veux dire, l'épine dorsale même de l'entreprise qui parfois constitue les ressources humaines, qui ont pour rôle justement la remise à niveau constant des équipes. Les ressources pas seulement les séminaires, organiser des séminaires. Devaient pouvoir travailler à cela. À la fin d'une année, les RH devraient pouvoir, en collaboration avec les coachs qui passent sur la matinale, etc., qui sont super talentueux, qui peuvent les aider. Merci pour le spot. Alors non, je veux dire, au moins une fois par an, un responsable des ressources humaines doit passer. Bon, Alix Kokola, je vais vous voir, Marcelin Gouvernement, ça va, comment vous allez dans votre boulot? C'est pas seulement pour nous donner des demandes d'explication. Voilà, classique qu'on fait et qui reste dans les tiroirs, ma foi. Et cette dimension de l'écoute-là, parfois, je vous assure, peut se révéler être un facteur déclenchant qui va permettre à la personne de se sentir, comme je l'ai dit, va se sentir écoutée, va se sentir prise en compte, estimée. Le besoin d'estime. Parfois, à partir de là, il y a des choses extraordinaires qui peuvent se faire. Vous savez, tout n'est pas qu'une question d'argent. Parfois, c'est parce que justement, je n'ai pas l'écoute dont j'ai besoin. Comme ça, il n'est pas tenté d'aller voir ailleurs. Je dois trouver justement un moyen pour moi de sortir de l'ornière dans laquelle je suis. Et c'est à ce moment-là que, bon, malheureusement, parfois, on a mal géré un talent, on a mal géré une compétence dans l'entreprise qui se retrouve malheureusement dans une autre entreprise dans laquelle il est mieux considéré, il est mieux pris en compte, il donne plus de résultats et c'est une pète sèche pour votre entreprise et pour votre système d'entrepreneuriat. Alors, le coach, quand on a mis sur pied cette organisation en fin d'année pour chaque agent, quelle est la classification? Par exemple, pour chaque conclusion, c'est clair que cela sera dévolu naturellement à chaque performance et à chaque compétence. Les conclusions, la classification, par exemple, si un agent aujourd'hui, il est meilleur que l'autre ou ils sont sur le même palier, on fait avancer qui? Comment on opère pour choisir? Il faut savoir que dans votre carrière professionnelle, vous aurez affaire à 4 grandes étapes. Ne les perdez jamais de vue et vous devez, là, en ce moment, pendant que nous faisons cette matinale, identifier à quel stade vous êtes. Le premier stade de votre vie professionnelle, ça peut être un stade actuel ou futur, c'est la continuité. Est-ce que vous continuez dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'évoluer? Oui, il y a des personnes qui sont arrivées à un stade où on n'a pas besoin d'évoluer. Deuxième niveau, c'est l'évolution. Est-ce que je dois évoluer là où je suis? En ce moment-là, il y a changement de quoi? Il y a changement de paradigme. Qu'est-ce que je dois changer? Un poste différent, mais je reste dans le même contexte, mais je ne peux pas faire la même activité parce que j'ai acquis un niveau de compétence qui me donne d'être au-dessus. Faire une lettre de mutation. Je ne peux pas continuer d'être assistant. Il faut que je passe confirmé. Vous voyez? Troisième dimension de votre vie professionnelle, c'est la reconversion. On en a parlé la semaine dernière en long et en large. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est un poste différent dans un contexte différent. Okay? Et la quatrième étape, c'est le transfert. À ce moment-là, vous avez fait le tour dans l'entreprise. Vous ne pouvez plus être utile, entre guillemets, à cette entreprise si ce n'est d'aller ailleurs pour faire valoir justement votre talent et vos compétences. Merci infiniment, coach Yoman, pour ce magnifique tour. Ah, qu'il nous fait du bien, le coach Yoman. C'est comme ça, hein, chaque mercredi avec lui, on en apprend des choses. C'est un vrai coach. Avec C majuscules, il parle à notre cœur, il parle à notre côté, notre fibre. Il parle à notre professionnalisme. Il parle à votre fibre et vraiment, ça fait du bien. Matin Bonheur se poursuit, mesdames et messieurs, avec la pub. Et puis derrière, on aura la dernière intervention de notre ami Régis et puis notre collaborateur, famille, qui est en train de s'échauffer, Dr Joe Frédéric Zabi, avec qui nous allons parler de violence, tout simplement.
Sous le haut patronage et la présence effective de son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre et ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes organise, dans le cadre du programme social du gouvernement, les remises de chèques aux 19 500 bénéficiaires de l'opération Agir pour les jeunes. La cérémonie officielle de remise aux jeunes de la région du Hambol se tiendra le mercredi 27 novembre 2019 à 15h au Centre culturel des jeunes de Katiola. Population et jeunes du Hambol, vous êtes tous invités. Agir pour les jeunes, financer les projets jeunes, c'est agir efficacement pour leur insertion. Infoline 98 097. C'est l'heure de l'actualité internationale. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. En France, hauts gradés, anciens combattants de l'armée, élus, mais aussi simples citoyens. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées à Pau pour rendre hommage aux 13 militaires de l'opération Barkhane, morts au Mali le lundi 25 novembre dernier, dont 7 appartenaient au 5e régiment d'hélicoptères de combat de la ville de Pau. En Irak, 6 personnes ont été tuées dans des explosions quasi simultanées hier soir à Bagdad, venant s'ajouter aux violences qui déchirent depuis 2 mois maintenant le pays, en proie à la crise sociale la plus meurtrière de son histoire récente. Ces attaques, je le disais, viennent conclure une nouvelle journée de violence où 2 manifestants ont été tués dans le cœur historique et commerçant de Bagdad, devenu champ de bataille, et dans la ville sainte chiite de Karbala. Au Chili, la vague de contestation qui a éclaté le 18 octobre se poursuit. Les protestataires réclament des mesures sociales urgentes qui tardent à se concrétiser. Des milliers de personnes ont manifesté une nouvelle fois hier dans les rues de Santiago à l'appel de plusieurs organisations syndicales du secteur public. Aux États-Unis, l'incendie du Cal Fire ravage des collines de Santa Barbara en Californie, conduisant les autorités locales à ordonner des évacuations. Le Cal Fire s'est déclaré lundi après-midi dans la forêt nationale de Los Padres. Mardi, en début de matinée, il avait grossi jusqu'à atteindre une taille de 1,537 hectares, menaçant la ville touristique avoisinante de Santa Barbara. En Allemagne, le procès d'un infirmier, un ancien infirmier accusé d'avoir tué 6 personnes par injection d'insuline jusqu'à l'overdose s'ouvre à Munich. Le Polonais Stanislaw est également accusé d'autres crimes comme vol, fraude et coups et blessures. Du football, Ligue européenne des champions, 5e journée de la phase de poule. Le Paris Saint-Germain a arraché un match nul hier sur la pelouse du Real Madrid. 2 buts partout, score final, mené logiquement 2 buts à 0. Les Parisiens ont égalisé en fin de match et sont assurés de terminer premiers de leur groupe. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée à vous. Merci Régis. Merci Régis Kofi. On se verra demain. Demain, c'est jeudi. Justement, c'est jeudi. Voilà. Jeudi, vendredi, c'est Mr. Friday. Mr. Friday. D'accord. La suite de votre journée, c'est quoi? Conférence de rédaction. D'accord. Et puis, on va voir la suite. L'année passée, vous parliez de croissant. Cette année, c'est quoi? Ça a changé? Le petit-déj? Non, c'est toujours le croissant. C'est toujours le croissant? Croissant, pain, chocolat. En fait, quand tu parles de croissant, j'ai traduit. Dokunu, oui, Dokunu. Et puis, quoi d'autre? Non, c'est croissant, pain, chocolat, tranquille. Akoumé, Akwesi. Je vous ai vu avec un sachet noir de galettes, là. C'est pas vous? Les takeaway, là. Non. C'est pas vous? Non. Ok, la prochaine fois, je vais prendre une photo. C'est mieux. Même une vidéo, même. C'est le sachet blanc brodé. Parce qu'après, le sachet blanc brodé. Le vrai et le fond. Ah, le sachet brodé. Régis. C'est labellisé, n'est-ce pas? C'est labellisé. C'est labellisé. Ah, d'accord, c'est bien ça. Les produits. Régis n'est pas un marmailleur, lui, c'est garanti. Alors, on va retourner à nos affaires avec la suite de ce programme. Notre thématique aujourd'hui, on parle de violences sexuelles. Comment les éviter? Alors, les chiffres sont là, ils sont clairs. Les chiffres, sont là et puis ils sont clairs. INS 2016, il faut savoir que près de 2 500 000 femmes ont subi des violences en 2016 et c'est selon des chiffres officiels qui ont été donnés par la...
Des chiffres officiels donnés par la ministre. Ce bilan en 2017 était un peu plus alarmant avec 517 cas de viol sur des mineurs. Pourquoi cette recrudescence de chiffres-là et pourquoi sur les mineurs ces viols sont perpétrés? On essaiera de comprendre avec le spécialiste en la matière, le docteur Joe Frédéric Zabi, qui est avec nous. Mais avant, on passe pour le jingle. Retour sur le plateau des matinales, la dernière ligne droite, Alix, vraiment à estampiller le décor qui fait peur. On va se le dire tout de suite. Avec notre spécialiste, nous allons parler de violence sexuelle. D'abord, vous le savez, notre vocation, c'est vraiment expliquer les choses de façon simple, parce qu'avec nous, il n'y a pas de tabou. Alors, docteur, bonjour. Bonjour Marco, alors, bonjour vous êtes Alix. un spécialiste Bonjour, avéré de la famille, mais nous invitons dans ce cadre-là des violences sexuelles et surtout à cause du volet psychologique et aussi, on sait que ça se passe beaucoup en famille. Comment on peut définir la violence sexuelle? Je vais rebondir tout à l'heure, tout de suite, sur les chiffres que Alex a donnés avant de définir, parce que il faut dire que le phénomène est d'ampleur. Une femme sur 4 s'est plainte d'avoir été victime de violences sexuelles. Un homme sur 6 s'est plaint d'avoir été victime de violences sexuelles. 50% des victimes sont des enfants et 75% des victimes connaissent plus ou moins celui qui les a agressés. Il faut savoir que la violence sexuelle, c'est tout acte sexuel qui est obtenu par la force, sans le consentement donc de la victime. Tout acte sexuel qui vise par exemple la pénétration, les attouchements, le harcèlement, l'exhibitionnisme, sur une personne qui n'est pas consentante. Donc c'est cela qu'on peut définir comme une violence sexuelle. Et y a-t-il un élément important qui distingue la violence sexuelle des autres formes de violence? Absolument. Et l'élément important ici, il y en a deux en fait. C'est d'abord, premièrement, le consentement de la victime. Parce qu'on peut avoir une relation sexuelle normale, on peut avoir un acte sexuel normal avec le consentement des deux partenaires, il n'y a pas de problème. Donc on parle de violence sexuelle lorsqu'il n'y a pas de consentement. Et deuxièmement, quand il n'y a pas possibilité de donner le consentement, soit parce que peut-être la personne qui est là est trop jeune, est mineure, soit parce que la personne ne peut pas donner un consentement éclairé, parce qu'elle est peut-être pas bien portante, voilà, déficiente mentalement, soit aussi parce que la personne est sous substance. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être n'importe quel autre produit. On parle de qui, docteur? Des hommes, des femmes, des minorités? On parle de qui concrètement? On parle de tout le monde. Okay. La violence sexuelle, c'est sur tout le monde. Mais en général, ceux qui sont les plus grosses victimes, ce sont les femmes et les enfants, en général. Sinon, c'est sur tout le monde. C'est asexué, en fait. Sur les hommes aussi? Sur les hommes aussi. Ça se décline comment? Par exemple, vous pouvez avoir des gens des minorités sexuelles, par exemple des gens qui ont des inclinaisons sexuelles particulières. Je veux parler des homosexuels, je veux parler des transsexuels, par exemple, qui sont très régulièrement victimes d'actes de violence sexuelle à cause de leur inclinaison sexuelle. Moi, je ne comprends pas bien. Un homme, concrètement, quelle violence on peut faire à un homme? Pour le mettre, il veut parler sûrement physiologiquement pour le mettre dans les conditions de pratique de l'acte. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que la violence sexuelle, par exemple, ça peut être un attouchement. Donc, on peut voir un homme qui est transsexuel, c'est un exemple que je donne, et cet homme-là, comme il n'a pas, si vous voulez, une apparence qui ressemble à l'apparence de tous les hommes habituels, on peut l'agresser, on peut le toucher, on peut le caresser, on peut faire des actes sexuels sur lui alors qu'il n'est pas consentant. Donc là, en ce moment-là, c'est une violence sexuelle. Donc, si vous voulez, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes, comme les enfants. Et les hommes dits normalement constitués, entre guillemets quoi, normalement constitués? Tout acte sexuel obtenu sans consentement est classé violence sexuelle. Donc si par exemple quelqu'un se retrouve dans des conditions où il est harcelé par une femme, il est drogué et à partir de là on obtient un acte sexuel sur lui. Par exemple, la femme, elle voit un homme, elle trouve qu'il est mignon, il est beau, elle vient, elle lui fait des appels de phare, elle va vers lui, elle attire, parce que peut-être elle est un peu... Voilà, c'est des choses qui existent aussi. Alors maintenant, moi j'ai une question concrète à poser. Quelle est la lisière, la limite entre le harcèlement et la violence? La violence, il y a une notion de force. Et l'harcèlement, si vous voulez, c'est un acte répété. Par exemple, comme vous l'avez dit, utiliser un terme tout à l'heure, des appels de phare, où il n'y a pas forcément de violence physique. On peut juste parler à la personne, subtilement lui mettre une pression morale et tout. Alors que dans le cas de la violence, c'est vrai, il peut y avoir une violence psychologique, mais les violences en général ici sont classées, sont très souvent physiques.
Donc, si vous voulez, la limite se trouve à ces Justement, niveaux-là. il y a une nuance à faire. Par exemple, quand il y a des hommes qui y vont à fond par rapport à la drague ou faire la cour, quelle est la frontière? Quand c'est insistant, c'est insistant. On fait la face à un cas de violence. On peut parler de violence sexuelle, parce que la violence sexuelle aussi est définie comme les cas de harcèlement, comme les cas d'exhibitionnisme. Tout ça, ça fait partie des cas de violence sexuelle. Parce qu'il y a la notion de consentement qui revient à chaque fois. Bon, je prends un exemple, quelqu'un qui travaille avec un collaborateur, à cause de sa position ascendante sur le collaborateur, il lui parle, il l'invite à tout bout de rue, à des heures indues, il appelle à des heures indues pour parler d'autre chose que du boulot, etc. Ça, c'est de l'harcèlement. Et donc, cet harcèlement-là, c'est un cas de violence. C'est un cas de violence sexuelle. Voilà. Alors, les chiffres, quels sont les chiffres en Côte d'Ivoire de violence sexuelle? Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts et je n'ai pas envie donc d'induire les téléspectateurs en erreur. Je n'ai pas les chiffres exacts sur la Côte d'Ivoire. Mais ce que je savais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est les cas qui ont été étudiés par l'UNICEF qui disent qu'il y a un cas de femmes sur 4 qui sont victimes de violences sexuelles. Un cas d'hommes sur 6 dans le monde. 2 millions. Voilà. Et 50% des victimes d'harcèlement sexuel sont des enfants. Ça interpelle et ça appelle. 50% des victimes sont des enfants. Ça veut dire qu'il y a une question il faut qu'on mette l'accent sur la protection des enfants. Parce que les cas de violence sexuelle posent plusieurs problématiques en fait. Le premier problème que les violences sexuelles posent, c'est le cas de... Par exemple... Le problème de... c'est un problème de santé publique. Okay. Deuxièmement, c'est un problème de sécurité. Et ensuite, c'est une violation grave des droits de l'homme. Donc, ces 3 éléments sont importants, il faut en tenir compte. Et il faut savoir que comme les enfants sont fragiles, ils n'ont pas de volonté en général, ils n'ont pas la possibilité de manifester leur volonté. Donc, ils sont une cible particulière à protéger. Les enfants. Parlant des chiffres, pour être plus officiel, l'INS a fait des statistiques et montre qu'en 2016, 2 femmes sur 5 ont subi des violences physiques et un homme sur 6 également des violences physiques. Et les femmes, la moyenne d'âge, c'est 15 ans. On part pour vos avis avec le micro-trottoir et on poursuit après l'échange. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, tout est part de l'éducation. L'éducation est la base de toute chose. Donc l'éducation sexuelle surtout, il faut apprendre les élèves depuis le bas âge, les enfants depuis le bas âge, jusqu'à ce qu'ils puissent grandir. La plupart des cas sont dus au fait même d'une mésentente au niveau du foyer. Soit madame, elle n'est pas partante pour un tel acte, alors que monsieur, par contre, bon, il est partant pour ça. Donc quand c'est comme ça, le monsieur, apparemment, il peut vouloir faire quelque chose, poser un acte qui, bon, ma foi, très souvent, ce n'est pas un acte qui est de son fait, qui vient de lui-même. Mais bon, il est obligé. Il est obligé de poser cet acte pour pouvoir se faire respecter, bon, en quelque sorte, quoi. Quand la famille n'est pas suivie, c'est l'éducation des enfants, tout ça qui amène les violences sexuelles. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de violences sexuelles, ça a trait dans les 2 sens, que ce soit les hommes que les femmes. C'est vrai que les femmes sont beaucoup, comment on appelle, primées par ce fléau. Mais en réalité, c'est des 2 côtés. Mais pour la femme, je pense que normalement, c'est lié aussi au mariage forcé. Parce que quand on voit aujourd'hui des filles qui sont données en mariage de façon involontaire à celui qu'elles n'aiment pas, et ce monsieur aussi qui prend une femme qui n'a pas vécu avec elle pour la connaître normalement, ni aimer, je crois que ça peut solliciter aussi certaines violences dans les 2 sens, que chez l'homme et la femme. Longtemps tabou, mesdames et messieurs, les violences sexuelles font partie de l'actualité. On en parle de plus en plus. Et ce qui fait peur, c'est que ça se décline sous plusieurs formes. Les hommes, les femmes, surtout les enfants aussi. Et encore des enfants avec eux, des tout petits. Ça fait peur. En Afrique du Sud, un bébé de 9 mois, oui, tenez-vous bien, de 9 mois, a été violé avec les doigts par un instituteur qui a écopé d'une peine de prison à vie. C'est dire un peu la peur, la hantise. Alors moi, cela m'amène à une question. Docteur, quels sont les actes qui peuvent être classés violences sexuelles? Il y a plusieurs types d'actes qu'on peut classer violences sexuelles. Le premier acte le plus évident, que tout le monde voit tout de suite, c'est le viol. Le viol qui est, si vous voulez, un acte sexuel qui est obtenu
par la force, sans le consentement de la victime. Et le viol peut être défini comme, si vous voulez, un acte de pénétration ou un acte de tentative de pénétration qui utilise la voie vaginale, la voie orale, la voie anale. Et ça peut être fait par le sexe, le pénis, par exemple, d'un homme, ou alors par une partie quelconque du corps, ou alors par un objet. Donc tout ça, ça fait partie du viol. Donc les viols sont classés violences sexuelles. Ensuite, il y a les tentatives de viol. La tentative se distingue ici du viol lui-même parce que la tentative, si vous voulez, c'est une infraction qui est pénalement sanctionnée. Hein. La tentative, quand elle n'est pas interrompue par la volonté de l'infracteur, en ce moment-là, c'est une tentative punissable. Je veux dire que quelqu'un, il a l'intention de violer, par exemple, quelqu'un, et il commence, et il n'est interrompu que par un fait de hasard ou bien par un acte, quelqu'un qui vient allumer la lumière. Donc ça ne dépend pas de sa volonté. En ce moment-là, c'est une tentative. Il n'est peut-être pas allé au bout de son acte, mais c'est une tentative qui est punissable. Donc cette tentative punissable-là, elle est classée violence sexuelle. Est-ce que les chats noirs sont des violences sexuelles? Absolument, c'est de la violence parce que le chat noir, on le fait. Alors, je rappelle pour ceux qui nous regardent, quand on parle de chat noir, c'est cette tentative nocturne-là d'aller, voilà, par exemple, ça peut être la servante ou bien une fille, ou bien, des fois même les membres de sa famille. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici, chat noir. Et ce n'est pas chez vous, dans d'autres pays, comme on l'appelle. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je donnais un chiffre, je disais que 75% des victimes des violences sexuelles connaissent leur agresseur. Ils connaissent en général parce que ce sont des gens qui sont à proximité. Ça peut être le mari qui fait le chat noir justement sur la bonne. Ça peut être le neveu qui est à la maison qui veut agresser la fille ou la cousine ou encore la fille de maison, etc. Donc tout ça, ça fait partie des violences sexuelles. Ensuite, il y a l'exhibitionnisme. Par exemple, le fait de mettre des filles sous pression, les emmener à faire du striptease, par exemple, dans des boîtes de nuit, etc. Si elle décide de le faire, ça c'est autre chose. Mais si elle n'a pas décidé qu'il y a un proxénète qui est derrière le rideau qui la pousse, ça, en ce moment-là, on parle de violence sexuelle. Ça peut être la traite humaine qui est à but de sexualité. On voit par exemple un pays comme le Nigeria où Boko Haram a dû ravir des jeunes filles qu'on a emmenées de force dans des camps et en ce moment-là on les utilise comme des objets. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des actes de violence sexuelle. Comme arme, comme objet sexuel. Comme objet sexuel, absolument. Donc ce sont ces différentes catégories qu'on peut classer violence sexuelle ici. Et pour faire référence toujours à l'exhibitionnisme, hein, on a cette grosse affaire avec le Uber à Londres où des chauffeurs s'exhibent notamment devant des clientes femmes. Alors, quels sont les différents types de problèmes que posent les violences sexuelles? Wow, les problèmes sont énormes. Je vais les reprendre. En fait, les violences sexuelles posent premièrement des problèmes physiques parce que ça entraîne beaucoup de désagréments au plan médical. Par exemple, ça peut être suivi par un viol, par exemple, qui est classé violence sexuelle, peut être suivi d'une grossesse indésirée. Ça peut être suivi d'une infection à une maladie sexuellement transmissible. Ça peut être suivi, par exemple, d'une des problèmes gastro-intestinaux. Ça peut être suivi de douleurs articulaires et musculaires. Ça peut être suivi également de douleurs psychologiques. Ça peut être suivi de troubles du sommeil, ça peut être suivi d'obésité, ça peut être suivi de beaucoup de problèmes physiques. Déjà, ça c'est important de le savoir, problèmes physiques. Ensuite, il y a une autre catégorie de problèmes que les violences sexuelles peuvent créer, ce sont les problèmes d'ordre psychologique. Comme je le disais, ça peut être des troubles anxieux, notamment les phobies. On peut avoir une agoraphobie, c'est-à-dire la peur de la foule. On peut avoir par exemple d'autres types de phobies, on a peur de façon incontrôlée et tout ça. Et ça peut être aussi des troubles de la personnalité, liés par exemple à une chute sur l'échelle de l'auto-estime. Dès lors que, par exemple, une fille est violée, elle ne se sent plus à la hauteur des femmes, normalement, et donc elle est diminuée, elle se retire désormais de tout, elle est dans son coin et tout. Et elle, ça peut conduire justement, comme Alex est en train de le dire, ici, à une sorte de trouble de la sexualité. Et parmi les troubles de la sexualité, on peut parler de frigidité, on peut parler d'autres problèmes, ou par exemple des troubles érectiles pour un homme, ou des troubles de la lubrification chez une femme. Ça peut créer beaucoup de désagréments à un niveau psychologique. Vous savez, il y a par exemple un phénomène qui a été étudié, qui a montré que l'obésité, par exemple, peut être liée à des violences sexuelles. Donc, comme la personne a été sexuellement abusée,
elle se retire, elle tombe par exemple dans une sorte de boulimie, donc elle mange sans contrôle et elle commence à grossir. Elle ne bouge pas beaucoup, elle est tout le temps tranquille et tout, donc elle commence à prendre du poids. Et il y a beaucoup de problèmes qu'on ne lit pas en général à tout ce qu'on vit en privé, alors qu'il y a un lien évident qui est là. C'est pour ça qu'il faut savoir que les violences sexuelles sont très dangereuses, parce qu'on les côtoie au quotidien. On vit avec, et les gens ne s'en plaignent pas souvent, particulièrement en Afrique. Parfois, il y a une omerta, tout ça. Alors, ce que vous dites est très, très, très important, hein, parce que ce que vous dites, ça s'assoit, la violence sexuelle s'assoit sur... il peut en avoir beaucoup de conséquences négatives au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau familial et même au niveau social. Alors, quand on a vu ça, moi je parle un peu de l'omerta, du silence dans nos familles africaines. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet a pris de l'ampleur, mais depuis des années, depuis des siècles, il y a toujours cette omerta-là du tonton, du tonton, de la tante qui a fait ça, de la fille de maison, comme on a communément à servante qui a fait ça. Il y a cette loi du silence. Est-ce que c'est pas... briser cette loi de silence, ce ne serait pas un bon début pour essayer d'endiguer ce mal-là? Il le faut. Il faut briser cette omerta. Il le faut parce que les gens souffrent en silence. Oui, oui. Et cette souffrance-là, on n'a pas une idée des dégâts que ça crée. Je vous l'ai dit, ça crée des dégâts psychologiques, ça crée des dégâts au niveau physique, ça crée des dégâts au niveau social et familial. Les dégâts sont énormes. Ça veut dire qu'il est important de briser la loi du silence. Cette loi du silence-là qui est née du conditionnement psychologique de l'Africain en général. Il y a une sorte de loi entre griffes dans nos cultures qui nous dit que l'homme, c'est le tout-puissant coq qui est monté sur son grand cheval et qui a le droit à tout. Donc, par exemple, quand il est avec sa femme, il a le droit d'avoir, par exemple, du sexe à volonté et à profusion. Ce qui n'est pas vrai, parce que la pauvre dame, elle peut ne pas être consentante à un moment donné. Si elle n'est pas consentante parce que peut-être elle a un problème d'ordre psychologique, un problème d'ordre physique, physiologique, il faut en tenir compte en tant que mari. Mais non, on s'est dit, c'est moi l'homme, quand je veux, elle doit être disponible. Ça, c'est une violence sexuelle. Et quand on le fait, c'est un abus. C'est un viol qui est sanctionné normalement par le droit pénal. Et normalement, quand c'est comme ça, vous allez vous plaindre dans n'importe quel commissariat. Qui serait là en train de vous écouter? Je suis venu porter plainte contre mon mari. On vous dit, mais attends, mais ça existe, le viol entre conjoints. Les regards doivent changer. C'est ça. Le viol entre conjoints, ça existe. Déjà, même ceux qui doivent poser les limites, ils vont vous dire, mais elle est rassasiée, elle vient se plaindre de son mari. Toi, tu es marié, pourquoi? C'est ce qu'on va lui dire. Alors que ce n'est pas normal. Il faut qu'on comprenne que les réactions des gens, par exemple, dans les couples, sont liées à ce que les gens vivent de façon intérieure, que nous, on ne voit pas. Une femme qui est mariée, elle sait que c'est un devoir pour elle d'avoir des relations sexuelles avec son homme. Si elle s'y refuse, c'est qu'il y a un problème. Il faut que l'homme se mette dans la peau de la femme et se dise, attends, celle-là, normalement, c'est son devoir de me donner du sexe. Si elle refuse aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème. Il faut aller à l'origine du problème. On dit devoir conjugal. On n'a pas dit devoir d'un côté. Conjugal, c'est conjugué, quoi. Voilà, c'est conjugué, c'est pas obligatoire et sans la contrainte. Absolument. Et vous savez, Marco, cette omerta-là, elle est non seulement liée au conditionnement psychologique, mais elle nous conduit dans une sorte de cécité psychologique et sociale. C'est-à-dire qu'on fait semblant de ne pas voir certaines réalités. Mais tout ça n'est pas dû forcément aussi à la forte paternalisation de l'éducation. Les femmes maintenant sont sexualisées tout le temps. C'est essentiel pour une femme de faire ça. On se dit ça. On ne se dit pas que la femme, peut-être, c'est elle qui sortirait chercher la pitance quotidienne et monsieur serait à la maison. Ce n'est pas forcément pour inférioriser l'un ou l'autre, mais on ne se met pas sur le même palier. Il faut revoir les paradigmes. C'est ça. Il faut absolument revoir les paradigmes. Il faut absolument revoir la façon de voir le monde. Parce que les choses changent, les choses bougent. Vous savez, il y a une conception de l'Afrique des années avant les indépendances. Et les gens veulent perpétuer cette façon de faire alors que les conditions dans lesquelles eux-mêmes baignent, vous allez changer. Vous allez chez je m'excuse, vous allez par exemple au commissariat, c'est pas que tous les commissariats sont comme ça. On va vous dire, toi, mais tu as la chance que ton mari, même la nuit, il veut te violer. Tu as la chance. Et des fois, Alix, ça va choquer Alix, mais elle le sait, parce qu'on en parle aussi. Des fois, c'est des femmes même. Une tante qui va dire non, reste chez ton mari. Oui, oui, tais-toi, voilà, ça fait rien, c'est comme ça. La nuit, il fait chaud. On a déjà subi ça, donc c'est normal. Voilà. On dépénalise. Vous savez, je suis très actif sur les réseaux sociaux. Et là-bas, j'ai un groupe de plus de 70 000 personnes qui me suivent. Et souvent, quand je lance certains débats, les réactions m'étonnent. Les femmes, en général, ça je l'ai remarqué, elles sont les premières à perpétuer, si vous voulez, cette sorte d'esclavage mental. Mais c'est une graine qui a été Absolument. semée. Et elle a tellement bien pris que les femmes elles-mêmes sont devenues leur problème. C'est-à-dire que
les hommes les ont tellement conditionnés qu'elles-mêmes, elles se conditionnent aussi. Et là, ça devient grave. Et ça fait que tout le monde ferme les yeux. Déjà, le mari lui fait croire que c'est normal qu'elle soit sexuellement abusée. Ils utilisent des versets, des fois, des livres saints. Oh là, on ça, dit, c'est- c'est vrai, on a dit femme soyez soumise à vos maris, mais ça ne veut pas dire femme soyez esclave. On a dit aussi, mari, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Donc, il faut Donc, bien lire, il ne faut l'amour, pas dire non, conçoit beaucoup même de c'est choses. écrit ici, c'est écrit là-bas. Il faut faire très attention. Marco, même là encore, on lit mal les Oui, versets. oui, Et c'est ce que je dis. on lit de L'interprétation façon erronée. partielle et de Parcellaire. façon totalement parcellaire. Et donc, ça fait qu'on est dans l'erreur constamment. Et on le fait juste pour se donner de la Bonne contenance. Et, consistance. Exactement. et ça fait qu'on ferme les yeux. Et aujourd'hui, ce sont les enfants. À force de fermer les yeux, nos enfants deviennent des victimes. Voilà, Et nos enfants deviennent des victimes. Malheureusement, en tout cas, il y a une grande remise en cause à faire de part et d'autre de la jante féminine comme celle de la jante masculine et au sein des familles, parce que c'est là le premier socle, le cocon familial qui va déterminer la physionomie de la société. Les violences sexuelles, c'était là notre sujet. Vous pouvez poursuivre le débat chez vous et surtout dénoncer quand vous êtes témoin de tels cas. Merci à Alain Zoré pour la tenue. On se revoit demain jeudi. Plus de chat noir, c'est fini. Ça.